Bonjour. Bonjour. Merci encore de nous recevoir ou bien de me recevoir. Ce que je voudrais vous demander, c'est que est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, je m'appelle Eno Moyomese. Oui. Et je suis né à Ebolova en 1954, ce qui fait que j'ai actuellement 61 ans. D'accord. J'écris depuis mon jeune âge. D'accord. Depuis l'école primaire, au lycée, à la fac, j'écris. Et j'ai commencé à publier quand j'étais étudiant en France, à Strasbourg. Oui. Qu'est-ce que vous écrivez? Quel genre de choses? J'ai commencé par la poésie. Oui. Et puis j'ai enchaîné avec des essais politiques, la prose, c'est-à-dire le roman, et enfin le théâtre. Mais mon genre préféré, c'est la poésie. Okay. Néanmoins, je suis à l'aise dans tous les genres. Okay. Vous avez fait quand même des études d'art et lettres ou bien vous êtes autodidacte? Non, simple passion. Simple passion. J'ai fait sciences politiques. J'ai le diplôme de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. D'accord. Et je suis revenu à Paris, je voulais aller en Amérique, ça n'a pas marché. Je me suis réinscrit en maîtrise des sciences politiques à l'Université de Paris 2, à SAS, comme on l'appelle. D'accord. Oui, donc ma formation c'est sciences politiques, mais je n'ai eu de cesse de fréquenter les milieux littéraires quand j'étais étudiant en France, notamment la librairie Présence africaine, connue par beaucoup d'Africains, tout au moins la maison d'édition, mais il y a aussi une librairie de ce nom. Et j'ai participé à plusieurs reprises à des colloques, à des séminaires, des choses de ce genre. Et notamment, j'ai adhéré à l'ADELF. L'ADELF, c'était l'Association des écrivains de langue française. Et à mon époque, c'était l'ADELF qui délivrait le prix littéraire d'Afrique noire, qui décernait le prix littéraire d'Afrique noire. C'était dirigé à l'époque par Robert Cornevin, qui a écrit 2 ou 3 livres d'histoire de l'Afrique noire francophone. Sur quoi vous écrivez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'écris un peu de tout. Bon, j'ai une collection il y a mon livre d'histoire en 7 tomes, Histoire du Cameroun. J'ai déjà publié le premier tome qui va de 1940, la guerre, à 52, dont je l'ai intitulé de la déclaration d'indépendance par les colons français, Robert Coron, en 1940, au discours de Ruben Unyobé à l'ONU le 17 décembre 1952. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome part de 53 à 55, le troisième, etc. Donc il y a ça, et il y a beaucoup d'essais politiques sur différents aspects de la politique camerounaise. Ils sont nombreux. Et enfin, il y a des romans. J'ai écrit déjà 6 romans. Je vous cite un peu en désordre. Il y a ça, Docteur Essicia. C'est un roman que j'ai écrit en prison. C'est le dernier? Ils sont un peu en désordre. C'est pas le dernier. Vous avez écrit ça en prison? Oui, en prison. D'accord. Et il décrit, c'est un médecin qui menait sa vie tranquillement. Il a opéré une dame qui était la sœur du président de la République. Ensuite, le président lui a proposé de devenir ministre de la Santé. Ça s'est ébruité, les ennuis se sont mis à s'abattre sur lui. Il a été jeté en prison, il en est mort. D'accord. Et c'était un peu la bataille des fonctionnaires camerounais pour les postes que j'ai décrit là-dedans. Puisque c'est sorti de votre bouche, pourquoi vous avez été en prison et pendant combien de temps? D'abord, j'y ai passé 40 mois, donc 3 ans, 4 mois. Et j'ai été en prison. Où ça? Ici, à Yaoundé, à la prison centrale. Au Kondengui, au Cameroun? Oui, au Cameroun, à Yaoundé. D'accord. Et j'ai été arrêté. Les motifs ont varié au fil du procès. D'accord. Mais quand date votre incarcération, votre arrestation? On m'a arrêté le 11. C'était le 11 non. Ah, ça commence à partir. Le 22, voilà. Le 22 novembre 2011. D'accord. À l'aéroport de Simalène, je rentrais de Singapour. Oui, par vol Kenya Airways, on m'a arrêté. C'était le 22 novembre. Pour quelle raison? Voilà, donc ça a varié. Quand on m'arrête, on me dit, on m'amène au CED. Au CED, c'est le siège de la gendarmerie. D'accord. On m'amène là-bas. On me dit, j'ai voulu organiser un coup d'État.
D'accord. Et ce coup d'État-là, mes complices ont déjà tout avoué. Et il me revient de révéler là où je suis allé cacher les armes que j'avais. Pour renverser le régime. Pour renverser le régime. Et puis je suis allé vendre de l'or à Singapour pour m'acquérir d'autres armes. Bon, quand est-ce que ces armes seront-elles au Cameroun? Et puis elles arrivent par où? Quelle quantité, etc. etc. Avait-il des preuves? Non. Donc j'ai été torturé comme ça toute la nuit. Et, vous avez été torturé physiquement? Non, mais... Psychologiquement? Oui. Ils étaient au moins 5 à m'assiéger. Ils me disaient que je leur révèle... C'est pareil de toutes les façons, psychologique ou physique. Que je leur révèle ma cache d'armes, tout ça. Et puis j'ai été déporté de nuit à Bertoua. À Bertoua? Oui, de nuit. De nuit. On a quitté le siège de la gendarmerie vers minuit moins 5 ou moins 10. D'accord. Pour Bertoua. Est-ce que vous avez eu droit à un avocat ou bien à une confrontation avec les autres complices du coup? Oui, mais la confrontation dans le cadre de mon enquête, bon, je laisse les autres, c'était plutôt, parce qu'ils appellent ça séance de confrontation. D'accord. Ouais, non. Mais en fait, c'était une séance de confirmation. D'accord. Parce qu'ils avaient fait dire à mes co-accusés, à l'un de mes co-accusés, que je lui avais remis 180 000 francs pour acheter des armes. D'autres que je les avais envoyés braquer, tout ça. Et bon, évidemment, c'était simplement qu'ils répètent ça devant moi. Okay. Et moi, j'ai toutes mes dénégations, ils n'en ont pas tenu compte. Excusez-moi, vous avez un passé de marchand d'armes? De violent, non, pas du tout. Moi, le seul fusil que j'ai tenu dans mes mains, c'est le calibre 12 de mon père quand il me disait d'aller le chercher dans la chambre pour qu'il aille à la chasse. C'est tout. Qu'est-ce que je fais avec les armes? Quand vous étiez jeune? Oui, quand j'étais gosse. Ouais. Okay. Parfois, je l'accompagnais à la chasse. Il aimait beaucoup chasser. Okay. Donc, après quoi, lorsque nous sommes arrivés à Bertoua, ça s'est transformé en tentative d'insurrection. D'accord. Oui, ils avaient organisé une perquisition chez moi et ils ont trouvé différents documents à partir desquels ils ont estimé que je préparais une insurrection populaire au Cameroun. Deuxième motif, donc c'était ça. Troisième motif, vol aggravé en coaction. Et quatrième motif, c'était vente illégale d'or. Bon, on nous a donc déféré à Yaoundé sur ordre de Mbengor, parce que c'est le ministre. Vous étiez seul ou avec quelqu'un? Nous étions 4. Vous étiez 4? Oui, nous étions 4. Qui sont les autres accusés? Les autres, est-ce qu'il est nécessaire de les lister là? Non. Je veux savoir juste s'ils sont de votre profession ou pas. Non, pas du tout. C'est des copains. C'est vos copains. C'est des gens qui sont liés à votre milieu de connaissances. Oui. Et donc, nous sommes déférés à Yaoundé sur ordre de Mbengor, parce que comme l'enquête était mal partie, l'histoire de coup d'État, il n'y avait pas de preuves. D'accord. Oui. Alors le temps se mettait à passer à Bertoua, à passer, et la presse a commencé à en parler. Ça s'est ébruité, qu'on me retenait là depuis un mois, comme ça. J'étais couché dans le noir, à même le sol. Et le préfet de Bertoua, dans du Lomé-Dierem, un certain Peter Mbou, avait signé un arrêté préfectoral demandant qu'on ne me nourrisse pas. Ça veut dire qu'il me condamne à mort. D'accord. Mais les gendarmes... Donc, ils vous ont forcé à une grève de la faim. 30 jours, c'est long. Oui. Heureusement, vous avez jeûné, quoi. Bon, oui, comme j'avais... Vous avez posé un jeûne en prison? Comme les gendarmes, il y en a qui m'ont reconnu, qui m'apportaient à manger en cachette, et puis j'avais des parents à Bertoua qui se sont mis à me nourrir. Ils faisaient à manger tous les jours, ils m'apportaient ça vers les 15h, 16h. D'accord. Est-ce qu'on a officiellement informé votre famille que vous n'étiez plus libre? Vous n'étiez plus un homme libre? J'avais disparu. Ma famille m'attendait pour organiser le décès de mon père. Quand il est mort avant que je ne parte en voyage, et je l'ai laissé à la mort. D'accord. À mon retour, puisque je partais pour juste une semaine, à mon retour, il était question que j'organise les obsèques. Alors, à la date convenue, ma famille attendait que je manifeste, rien. Et lorsque j'étais en garde à vue au siège de la gendarmerie, le téléphone sonnait, mais les gendarmes m'interdisaient d'y toucher. Je leur expliquais que je suis chef d'une famille. Et les gens savent que je devais rentrer aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous échapper, mais au moins je leur dise que je suis là et qu'ils fassent le deuil comme si les funérailles, comme si rien à faire.
Donc il y a eu un moment, on ne savait plus très bien est-ce que j'étais au Cameroun, est-ce que j'étais toujours à l'étranger, etc. C'est grâce à la presse que ma famille a su que j'étais retenu à Bertoua. Alors, moi, ma prochaine question, c'est, vous pensez que votre arrestation est motivée par quoi? La jalousie. La jalousie. Il y avait beaucoup de jalousie, il y avait... Mais vous n'êtes pas un homme fortuné? Non, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. Je crois que mes livres, mes articles de presse, beaucoup de gens en prennent ombrage. D'accord. Notamment la petite clique des ministres du Sud, là, parce que j'appartiens à la région du Sud. Okay. Ils en prennent ombrage. Et vous savez, j'ai été candidat, j'ai déposé un dossier à l'élection présidentielle de 2011. D'accord. Cela n'a pas plu à beaucoup de personnes. Okay. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Parce que je suis un citoyen libre. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Oui. D'accord. Oui, j'ai déposé un dossier. Il a été rejeté. Okay. Et je sais comment il a été rejeté. On n'a pas toléré qu'un natif de la même région que le président de la République puisse se porter candidat. Ouais. D'accord. Donc, ça a dérangé. Oui, donc voilà en fait l'origine de tous mes ennuis. Ce qui fait que lorsqu'on m'arrête, c'est un grand ouf de soulagement qu'enfin on l'a pincé, celui-là. Alors je vais être bien clair sur comment on va aborder ce point-là, parce qu'il y a d'abord vos écrits, oui, qui sont très engagés, oui, et puis il y a votre décision d'être présidentiable. Oui, oui. Donc ce sont les deux qui vous ont conduit en prison. Oui, oui. D'abord les écrits, évidemment, le petit ministre du Sud et même d'autres n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Oui, oui. D'accord. Quand vous révélez des choses qu'ils veulent dissimuler. D'accord. Ou bien, vous savez, moi j'écris sur l'histoire. Ils n'aiment pas que je fasse des démonstrations qui mettent à mal leur idéologie. D'accord. Voilà, donc ça, ils ne pouvaient pas aimer. Alors j'ai une question directe à vous poser, c'est est-ce que votre arrestation ou bien votre emprisonnement a un visage? Oui. C'est motivé par qui? Mbongo, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Oui, c'est lui qui a tout manipulé, c'est lui. Qui est originaire de votre Qui est originaire de la région du Sud comme moi, mais pas du même département. D'accord. C'est Alain Mbongo qui a fait ça. D'accord. Il y a même un document écrit dans le dossier dans lequel il demandait qu'on me condamne à 7 ans de prison. C'est lui. Donc il n'a pas laissé la justice faire, il a juste... Le problème au Cameroun, c'est que la justice militaire est une justice politique. D'accord. Vous savez, deux justices au Cameroun. Vous avez la justice civile qui dépend du ministre de la Justice et la justice militaire qui dépend du ministre de la Défense. D'accord. C'est lui qui décide de l'ouverture d'un procès ou pas. D'accord. De l'extinction des poursuites, ou etc. C'est lui. Okay. Il est en quelque sorte le procureur du ministère de la Défense. C'est le bon sens qui me pousse à vous poser cette question. Est-ce que vous avez eu droit à un avocat? Oui, mais c'est quand je suis arrivé ici que j'ai été obligé d'avoir un avocat. Lorsque j'étais à Bertoua, je n'en avais pas. Vous n'avez pas d'avocat avec toi? Non. Et ça a duré combien de temps là-bas? 30 jours là-bas. 30 jours dans le noir, sur le ciment. Et je cohabitais avec mes excréments et tout, c'était abominable là-bas. D'accord. Et quand est-ce que vous avez été déféré à Kondengui et pourquoi? C'était le 22 décembre 2011. Après un mois à Bertoua. Après un mois. Oui, j'ai été déféré pourquoi? Parce que la presse avait commencé à en parler, à faire du bruit. C'est le journal Le Jour qui était venu faire un reportage, tout ça. Et on m'appelle lundi, c'était je crois le 19. On me dit, ouais, mais toi là, tu commences à faire des histoires. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, mais tu as signalé à la presse que tu es ici. Je dis, non, moi, je n'ai pas de contrat avec la presse. On me dit, si. En tout cas, reste en cellule. Mardi le 20, on me dit, la présidence a appelé pour demander s'il est vrai que je suis en garde à vue à Bertoua. On me dit, en tout cas, tu restes en cellule. Donc la présidence même n'était pas au courant? N'était pas au courant. D'accord. Donc c'est en fait une arrestation arbitraire? Oui, comme il y en a des tas au Cameroun. D'accord. Mercredi, le 21, il y a de l'agitation, j'entends les claquements de portiers, je sens qu'il y a de l'agitation. On nous sort de nos cellules et on demande de signer des tas de procès-verbaux. Je vais lire, on me dit non, tu es là pour signer. Bon, on signe et il nous révèle que le gouverneur de la région de l'Est, un certain Lélé l'Afrique, va venir nous rendre visite. Bon, moi j'ai pensé que comme c'était Noël, je me suis dit peut-être la première dame, elle rend visite aux malades à l'hôpital à Yaoundé, peut-être que lui aussi va nous apporter à manger, je ne sais pas. Et puis sur le coup des 14h, 15h, 14h par là, on nous dit le gouverneur là venait. Et ils nous donnent des pancartes sur lesquelles il y avait mon nom, chacun avait son nom, écrit en bas, l'âge et tout, vol aggravé, tout ça.
Et ils ont posé un petit fusil sur la table, des cartouches. Ils ont fait une mise en scène. Une mise en scène, donc c'est le fusil que j'avais acheté et les cartouches. Et il y avait un uniforme militaire et un béret rouge. D'accord. Et le gouverneur est venu, ah oui, les voici, ah, ce sont eux là. Ah bon, oui, oui. Et le commandant de légion de gendarmerie, donc le patron de la gendarmerie qui m'avait arrêté, il leur dit, c'est lui, énorme, ce qui a été candidat à l'élection présidentielle. Et l'élève de l'Afrique répond, ah, un braqueur qui veut être président de la République, qui veut être chef d'État, ça alors. Et bon, en tout cas, je vois que les grandes réalisations se portent bien à l'Est. Toutes mes félicitations. Et il est parti. Et donc, jeudi le 22 décembre, vers 5 h du matin, il y a des bruits de voitures, on nous réveille, on dit allez-vous monter les voitures, on vous envoie à Yaoundé. Pour moi, c'était un soulagement. Qu'est-ce que je faisais là-bas? On nous envoie à Yaoundé. Arrivé ici au tribunal militaire, on est arrivé ici vers le midi par là. Oui. Au tribunal militaire, on nous dit bon, de toute façon, on vous place sous mandat de dépôt, vous allez en prison à Colombie. Donc voilà comment... Sans jugement, sans condamnation? Non, non. On est donc arrivé en prison là, vers les 14 h par là. Oui, 14h30. C'était un soulagement pour moi parce que, un, j'ai pu me laver, deux, je respirais maintenant, c'était propre et tout et tout. D'accord. Et c'est moins arbitraire. Bon, et c'est une semaine plus après que le juge d'instruction nous a convoqués. Et il nous a fait signer le mandat de dépôt. Okay. Donc là, jusque-là, nous étions en garde à vue. D'accord. J'aimerais vous confier que c'est grâce à Plan International que beaucoup de nous, à la diaspora, on a été au courant de votre arrestation. Exact. Alors, à un certain moment, on a appris que votre santé n'allait pas très bien. Oui, je suis tombé malade. Là. Et comment ça s'est passé? Même la vue d'abord. Oui, vous savez, comment ça s'est passé? J'ai passé 30 jours dans le noir, ce qui fait que lorsque je suis sorti, ma vue avait vraiment baissé. D'accord. 30 jours, vous ne voyez rien, vous êtes dans le noir. Ah, ça c'est la bouteille d'eau. Ah, ça. Ah oui, ça c'est le plat de nous. Oh, 30 jours, c'était terrible. Et vous avez eu droit à un médecin? Non, non, ah, non, pas là-bas. Non, pas là-bas. On ne vous a pas accordé de soins? Non, il faut vous rigoler, en garde à vue, non. C'est arrivé à la prison ici que j'ai commencé à demander à voir un médecin. Et on m'a donc autorisé on m'a fait aller rencontrer un ophtalmologue à l'hôpital de la Caisse. C'est lui qui a détecté que non, je n'allais pas tomber aveugle parce que j'avais vraiment perdu la vue. Moi, j'étais convaincu que j'allais tomber aveugle. D'accord. Il a dit non, c'est pas ça. Et il m'a... Et en prison, vous avez continué à écrire? Bon, arrivé en prison, tout avait changé puisque ce n'était plus la garde à vue. Bon, là, j'avais un lit, j'avais... Bon, vous occupez quoi. D'accord. Moi, j'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque et je me suis inscrit. J'ai donc commencé à écrire là-bas. D'accord. Et puis il y avait une salle informatique, mais je me suis également inscrit, puis j'ai commencé aussi à écrire. Et quand est-ce que vous avez été libre? Lundi 27 avril 2015. C'est à l'issue de... Bon, au tribunal militaire, on m'a condamné pour 7 ans ferme. J'ai donc interjeté appel, en tout cas mes avocats l'ont fait. Et en cours d'appel, on m'a condamné à 40 mois, le 16 avril 2015. Et vous aviez déjà purgé combien? J'avais déjà fait les 40 mois. D'accord. Donc voilà, puis ça a encore un peu traîné. C'est quand j'ai commencé à tempêter que le 27 avril, on m'a dit, bon, le flou quand maintenant, ça va. Donc là, nous sommes en cassation, parce que même là, cette condamnation a été en violation de la loi. D'accord. Parce qu'en cours d'appel, on a annulé l'accusation de... Bon, coup d'État, tout ça, c'est parti. Insurrection, c'est parti. On a annulé l'accusation de vol aggravé en coaction, c'est parti. Vente illégale, là, c'est parti. Et le commissaire du gouvernement, donc l'envoyé de Mbengor, dont le procureur, comme le tribunal militaire, prend l'appellation de commissaire du gouvernement. Il avait un joker en poche, comme il voyait qu'on allait m'acquitter. Il a dit, bon, mais c'est un receleur. Les gens qui ont braqué de l'or le lui ont remis en main, machin, ça a été toute une autre histoire. Or, le juge d'instruction avait déjà annulé cette accusation. D'accord. Et il n'y avait pas été fait appel en instance. Donc, la cour d'appel ne pouvait pas de nouveau la retenir. Donc, il y a eu une violation du droit. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, on m'a donc condamné là-dedans. Là, 40 mois. C'était une sorte... Moi, j'ai compris que le juge voulait enfin me dire, va-t'en, mais permet que je calme aussi tous ces gens qui font des pressions. Donc là, vous avez un cas judiciaire? Non, pas encore, puisque je suis en cassation. D'accord. Alors, moi, je vais vous poser une question très importante, puisqu'on n'est plus par la gauche, par la batterie. Est-ce que vous pensez que le Cameroun, c'est un état de droit? Non, pas non.
Il faudra encore du temps. Hein, non. Il faudra du temps. Ah ouais, non. Ok. Bah, écoutez, on va essayer de